Il existe des suites paresseuses, des suites opportunistes et des suites qui trahissent leur modèle. Deep Throat Part 2, lui, accomplit quelque chose de plus rare. Il retire presque méthodiquement du premier film tout ce qui avait provoqué son succès, conserve son titre et ses deux vedettes, puis transforme l'ensemble en comédie d'espionnage vaguement politique. C'est un peu comme produire Les Dents de la Mer 2, sans requin, mais avec une bataille de tarte à la crème. Réalisé par Joseph W. Sarno et sorti en 1974, ce prolongement officiellement homologué retrouve Linda Lovelace et Harry Rems, mais pas Gérard Damiano, réalisateur du film original. Il fut conçu pour obtenir une classification R et non pour prolonger l'expérience pornographique de 72. Sarno a d'ailleurs démenti la légende selon laquelle une version hardcore aurait été tournée puis mutilée. Quelques passages érotiques supplémentaires ont bien existé dans certaines copies étrangères, mais aucune séquence explicitement pornographique n'aurait été filmée. Voilà, les commentaires et l'entretien de Sarno, inclus dans l'édition rétrospective, sont assez clairs sur ce point. Autrement dit, l'absence de sexe n'est pas un accident de conservation, c'est le concept. Linda travaille désormais comme infirmière auprès du docteur Jason, incarné par Harry Rims, sexologue dont la principale pathologie semble être une agitation permanente. Parmi leurs patients se trouve Dilbert Lamb, un informaticien phallo qui possède les plans d'un ordinateur ultra secret. Cette machine, baptisée Oscar, parle, réfléchit et manifeste à l'occasion une personnalité plus libidineuse que la plupart des personnages humains. Les services secrets américains, représentés notamment par Jamie Gillis, recrutent Linda sous le matricule 0069. Le KGB convoite évidemment la même invention, tandis qu'un militant politique aux allures de Ralph Nader redoute déjà qu'Oscar ne prépare une société de surveillance généralisée. La CIA, les espions soviétiques, les activistes et les obsédés en imperméable se poursuivent donc autour de Linda jusqu'à un final où chien de traîneau, déguisement et projectiles pâtissiers paraissent avoir été convoqués pour épuiser les accessoires restants. Sur le papier, le projet pourrait évoquer les parodies d'espionnage des années 60, de Notre-Homme Flint à Casino Royale, auquel on aurait ajouté l'équipe d'un cinéma pour adultes new-yorkais. À l'écran, il ressemble davantage à un épisode de Max la Menace tourné dans des bureaux prêtés pendant la pause déjeuner. Le problème n'est pas seulement que Deep Throat Part 2 ne soit pas pornographique, un film a parfaitement le droit de déplacer les attentes suscitées par son titre, le problème est qu'il ne trouve rien d'assez fort pour remplacer ce qu'il retire. Le premier Deep Throat, indépendamment de sa valeur artistique et des circonstances humaines extrêmement troubles qui entourent aujourd'hui son tournage, possédait une idée immédiatement identifiable. C'était un film construit autour d'un concept sexuel absurde, traité avec la simplicité d'un numéro de vaudeville. Son statut historique venait autant de cette lisibilité que de son caractère explicite. Sarno hérite du personnage mais pas de son moteur. Linda Lovelace devient ici une icône déconnectée de sa fonction. Sa célébrité est sans cesse supposée, alors que le scénario ne sait jamais quoi lui faire accomplir. Elle traverse le récit comme une invitée que tout le monde reconnaît mais à laquelle personne n'a pensé à écrire une scène. C'est peut-être ce qu'il y a de plus fascinant dans le film. Deep Throat Part 2 ne met pas réellement en scène Linda Lovelace. Il expose la marque Linda Lovelace. Son corps, son nom et le souvenir du premier film deviennent des arguments publicitaires ambulants. La suite ne développe pas un personnage, elle tente d'administrer une notoriété. Le résultat est presque un film théorique, involontaire sur le devenir marchand du porno chic. Après avoir fait entrer le cinéma explicite dans la conversation mondaine, l'industrie essaye de rendre son emblème fréquentable. Mais en voulant transformer le scandale en produit grand public, elle le vide de toute énergie. Le phénomène est nettoyé jusqu'à devenir méconnaissable. Le choix de Joseph W. Sarno rend l'entreprise encore plus étrange. Sarno n'est pas un simple exécutant de la sexploitation. Ses meilleurs films reposent sur une véritable grammaire. Appartement claustrophobe, cadrage resserré, visage observé pendant que le désir circule silencieusement d'un personnage à l'autre. Son cinéma est celui de la contamination psychologique. Chez lui, une pièce peut devenir un piège, un regard modifier un rapport de force et une conversation apparemment anodine contenir toute la violence d'une relation. Cette sincérité de styliste lui a valu des rétrospectives bien au-delà des circuits spécialisés, notamment à l'anthologie Film Archive, qui le présente comme l'un des pionniers les plus célébrés du cinéma érotique américain. Or, la mécanique de la farce demande exactement les qualités opposées. Vitesse, précision, relance et netteté spatiale. Il faut que les corps entrent et sortent du cadre comme des projectiles. Sarno, lui, filme souvent la comédie comme il filmerait une tension sexuelle. Plan un peu long, personnages regroupés, mouvements maladroits et attente d'un trouble qui ne vient jamais.
La caméra enregistre le gag au lieu de le provoquer. Le montage n'arrange rien. Des scènes paraissent s'interrompre au moment où elles devraient commencer à produire un effet. Les personnages surgissent, délivrent une information, font une grimace et disparaissent sans que leur passage ait véritablement modifié le rythme. Sarno aurait remis le film une fois le tournage terminé, sans superviser complètement sa post-production, ce qui peut expliquer cette impression de matière laissée à l'état de brouillon. Cette production alimentaire et son montage mal assuré sont notamment évoqués dans une rétrospective qui a été consacrée au film. Reste le plaisir presque archéologique de la distribution. Autour de Loveless et Reeves défilent Jamie Gillis, Tina Russell, Andrea True, Mark Stevens, Chris Jordan, Georgina Spelvin et quantité de visages familiers de l'âge d'or du cinéma pour adultes. Le film devient une photographie de famille déguisée en thriller international. Jamie Gillis comprend probablement mieux que les autres la nature du matériau. Il joue avec un sérieux suffisamment sec pour laisser l'absurdité se former autour de lui. Harry Reeves adopte au contraire une stratégie de saturation. Il bondit, s'agite, roule des yeux et semble vouloir produire à lui seul l'énergie que la mise en scène ne fournit pas. Sa prestation est épuisante, parfois embarrassante, mais elle possède au moins une existence. Linda Lovelace demeure plus difficile à saisir. Elle n'a ni la précision comique d'une actrice de screwball comedy, ni l'autorité nécessaire pour organiser le chaos autour d'elle. Mais sa légère absence devient paradoxalement émouvante. Elle semble parfois observer le film de l'intérieur, comme si elle cherchait elle aussi à comprendre pourquoi on l'avait transportée du phénomène pornographique le plus célèbre de son époque jusqu'à cette parodie de CIA tournée au rabais. Il faut évidemment se garder de transformer quelques sourires en preuve de bonheur ou de liberté. Compte tenu des accusations de violence et de coercition qu'elle formulera plus tard à propos de sa carrière et du premier film, mais cette connaissance rend cette image plus complexe. Derrière Linda Lovelace, produit culturel universel, apparaît par instant Linda Boreman, jeune femme à laquelle l'industrie demande une nouvelle fois de jouer le rôle de sa propre légende. Dans son accumulation de plaisanteries grossières, le scénario laisse néanmoins passer quelques éléments intéressants. Le film est tourné alors que la guerre du Vietnam et le Watergate contaminent l'imaginaire américain. Lorsque Linda croit être appelée sous les drapeaux ou lorsque les services secrets apparaissent comme une bande de manipulateurs incompétents, la farce se branche brièvement sur la défiance politique de son époque. Plus surprenante encore est la présence d'Oscar, ordinateur capable d'analyser les individus et potentiellement de participer à une surveillance systématique de la population. Le film ne développe jamais sérieusement cette idée, mais celle-ci donne aujourd'hui à certaines scènes une résonance inattendue. Derrière les agents lubriques et les plaisanteries de vestiaire se cache l'intuition que l'informatique pourrait devenir un instrument d'observation et de contrôle. Cette dimension du scénario a également été relevée dans des lectures contemporaines du film. Il ne faudrait pas pour autant transformer Sarno en prophète numérique. Le sujet est lancé, puis noyé sous les péripéties. Mais cette idée abandonnée produit presque plus de cinéma que l'intrigue principale. La musique funky de Tony Bruno possède une vivacité que les images atteignent rarement. Elle promet du mouvement, de la séduction et une insouciance pop. À plusieurs reprises, la partition semble annoncer le film que Detroit Part 2 aurait pu être un objet léger, coloré, érotique et délirant, pleinement conscient de son artificialité. Mais cette musique travaille dans le vide. Elle pousse le film en avant pendant que le montage le retient. C'est une bande originale qui court devant des images essoufflées. Pris comme comédie, Deep Throat Part 2 est incontestablement raté. Les gags sont lourds, le récit est confus, le rythme se désagrège et l'érotisme annoncé par le titre se réduit à quelques allusions. Même sa durée paraît disproportionnée par rapport à la quantité d'idées réellement développées. Mais comme document, il est passionnant. Il matérialise l'instant précis où le cinéma pornographique américain croit pouvoir transformer sa soudaine visibilité culturelle en respectabilité industrielle. Il rassemble toute une génération d'interprètes au moment où le porno tente de devenir un spectacle comme les autres, et il confie cette opération à Joseph Sarno, cinéaste du désir intérieur, auquel on demande soudain de fabriquer une farce extérieure. Le résultat est une anomalie. Ni véritable film pornographique, ni comédie efficace, ni suite cohérente, ni authentique véhicule pour Linda Lovelace. Un objet sans public naturel, condamné commercialement dès sa conception. Et pourtant, 50 ans plus tard, c'est précisément cette impossibilité qui le rend digne d'intérêt. Deep Throat Part 2 n'est pas le prolongement de Deep Throat, c'est son autopsie industrielle réalisée alors que le cadavre était encore extrêmement rentable. Donc, en verdict, un mauvais film, une suite presque suicidaire, mais une formidable pièce à conviction dans l'histoire du porno chic. Deep Throat Part 2 voulait rendre Deep Throat fréquentable. Il n'a réussi qu'à le rendre méconnaissable.